bien, moi, je suis venue vous parler de la jamais contente. La jamais contente, je ne sais pas si ça vous parle. À messieurs, peut-être que ça parle plus. C'est pas votre femme. La jamais contente, c'est le suppositoire qui est derrière moi. C'est le nom de la première voiture électrique. C'est la première voiture qui, en 1889, va passer les 100 km/h. Il y a plus de 100 ans. Il y a plus de 100 ans, il y a une technologie qui est carbonée, une technologie qui est électrique. Et il y a plus de 100 ans, on va faire des choix. Il y a cette voiture électrique qui fait 100 km/h. Il y en a d'autres avec des moteurs à pétrole, comme on va le dire. Et on fait un choix, non pas un choix technologique, puisque les techniques sont là, on fait un choix d'usage. On fait un choix pour l'avenir. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, où on est à une frontière entre la transition énergétique, il y a la COP21 bientôt, on se dit, mais est-ce qu'on a fait le bon choix à l'époque ? Est-ce que sur ce qu'on avait de disponible en termes de technologie, on aurait pu travailler autrement ? Alors je voulais partager cette image parce que ça démontre, et je l'ai entendu aujourd'hui, que ça n'est pas la technique ou la technologie qui changera le monde, c'est bien les choix que nous, les hommes et les femmes et les décideurs, pourront en faire. Choisir d'utiliser ou pas une technologie, c'est aussi changer le monde. Il n'est pas suffisant qu'elle existe, il faut se l'approprier. Alors, une fois qu'on a dit cela, on peut se dire, mais les usages, il y en a partout au quotidien, on en a dans toutes nos collectivités, on parle de collectivités, il y en a dans le monde économique, il y en a à l'étranger, il y en a en France. Eh bien, je me suis dit que c'était intéressant d'aller voir comment est-ce que ces usages allaient transformer le monde. Et pendant 15 ans, j'ai été partout en France avec beaucoup de nos collègues qui s'intéressaient au sujet. Et j'ai pris toutes les casquettes que j'avais. Alors, j'ai celle du politique, ça a été rappelé. Je suis une politique, il en faut. Quand je vois comment ça a été démontré hier dans le sketch, tout le monde n'est pas pareil. Il y en a 618 000. Alors, il y a de tout. Donc, je suis aussi une politique, mais je suis une chef d'entreprise. En général, ça met tout le monde d'accord. Tout le monde dit c'est bien. Alors, je suis une chef d'entreprise aussi, dans le monde du numérique. Et puis, comme tout le monde, j'ai une famille. Je suis chef d'une tribu de gamins qui ont maintenant un peu grandi. Alors, j'ai pris toutes ces casquettes qui sont en fait un partenariat public-privé. Il y a le public, il y a le privé, il y a même la population, donc il y avait 4 P. Partenariat public-privé, population. Puis j'ai une dernière petite casquette que j'avais rajoutée pour regarder ces usages. C'est celui du chercheur, parce qu'au départ, je suis biologiste. Et c'est dans le monde du vivant que ça m'a intéressé de regarder comment ces usages évoluaient. Donc je l'ai regardé avec un côté biologique, mais ça fait quelques années que je suis plus chercheur. Enfin, c'était hier. Hein. Je suis plus chercheur, mais il y en a d'autres qui cherchent et qui trouvent des modèles. Alors je me suis intéressée et j'ai rajouté à mes compétences celui d'un barbu. Je ne parle pas de Ludovic tout de suite, même s'il a collaboré. Je parle d'un autre barbu que vous connaissez, qui est Darwin. Qu'est-ce que dit Darwin dans la théorie de l'évolution ? Il dit la chose suivante, les espèces, l'être humain est une espèce, les animaux, les bactéries aussi, j'ai travaillé sur les bactéries, ce sont des espèces, du vivant, font écosystème, et ces écosystèmes, au sens noble du vivant, c'est-à-dire qu'on interagit pour survivre, ces écosystèmes ont des capacités d'évolution et d'adaptation, et elles s'adaptent lorsqu'il y a des pressions qui s'exercent sur l'écosystème. Eh bien, écoutez, nous, les hommes et les femmes, lorsqu'on est sur un territoire avec des institutions privées, publiques, associatives et autres, on interagit et on va devoir s'adapter. Alors, on s'adapte s'il y a pression, sinon on ne fait rien. Ça, c'est ce qu'on appelle le frein au changement, je crois que ça a été évoqué. Alors, quand il y a pression, eh bien, on s'adapte. Et qu'est-ce qu'on a comme pression aujourd'hui ? Eh bien, on a 3 pressions. On a la première qu'on a tous dans le portefeuille, c'est la pression économique. Alors, que ce soit pour les finances publiques ou vos finances personnelles, on a tous la même pression. Il y a une autre pression qui est la pression écologique. On en entend encore beaucoup parler. C'est aussi celle qui engendre des catastrophes. Donc, c'est une pression qui est en train de monter. Et puis, il y a un autre facteur, alors qui fait pression, pas au sens forcément négatif, hein, une pression n'est pas toujours négative, c'est un changement, c'est le numérique.
Eh bien, ces trois facteurs-là qui exercent une pression sur le monde du vivant dans lequel nous sommes, les hommes et les femmes, dans un environnement donné, qui est notre territoire, ou quelle que soit la délimitation d'ailleurs que l'on fait de ce territoire, ces pressions obligent à l'adaptation. Et donc l'adaptation se fait comment? Par mutation. Et lorsqu'on parle de transformation, de révolution numérique, il semble que le meilleur terme soit celui de la mutation. La mutation numérique, c'est celle qui nous permet les uns avec les autres d'adapter nos comportements, d'adapter nos usages avec ces contraintes pour perdurer. La théorie de l'évolution, c'est celle qui permet aux espèces de continuer à évoluer pour perdurer. Eh bien, dans ce schéma darwinien de la mutation avec le numérique, parce qu'on va s'intéresser tout particulièrement à cela dans la deuxième partie, c'est de se dire, est-ce que tout le monde a évolué de la même façon? Est-ce que tout le monde s'est adapté de la même façon? Et lorsqu'on regarde sur le secteur territorial, public, qui est-ce qui interagit? Il y a les décideurs politiques, il y a l'administration et puis il y a les citoyens. Eh bien, force est de constater que tout le monde n'a pas évolué de la même façon. Il y a le peuple des élus, le peuple de l'administration et le peuple des citoyens, bien que les citoyens soient dans tous ces mondes. Et je vous propose de regarder rapidement comment est-ce que les mutations se sont faites. Moi, je me souviens d'un moment, il n'y a pas très longtemps, où on m'expliquait que, mais Pascal, le numérique, c'est pas culturel. Un collègue en charge de la culture m'expliquait que non, on ne peut pas faire du numérique dans la culture, c'est une hérésie. Et puis vous avez certainement vécu tout un tas d'élus locaux, encore aujourd'hui, ou d'autres sphères, qui n'ont jamais eu d'ordinateur ne serait-ce que dans leur bureau. Par contre, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et moi, on m'explique que, mais bien sûr, mais je sais qu'il faut faire du numérique, Pascal, d'ailleurs, tout le monde le dit. Et moi, je suis sur Facebook. Ça, c'est l'élu au numérique qu'on aimerait ne pas avoir en majorité. Parce que l'élu qui est sur Facebook, qu'est-ce qu'il fait? Ou le territoire qui est sur le site internet, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à faire du descendant. Il continue à faire ce qu'il a toujours fait. Il communique sur ce qu'il fait de bien, vaut mieux, auprès de ses amis, de ses followers, ou du site internet ou du blog. Sauf que aujourd'hui, le citoyen, lui, il n'est plus du tout dans cette dimension-là. Bien sûr qu'il continue à exprimer et à avoir de l'information, mais il est déjà passé dans une autre dimension qui est celle du citoyen numérique. Alors, il y a un trou qui s'est creusé, et il s'est creusé d'autant plus rapidement que le temps de cette évolution, elle s'est étalée sur 3 mandats, pour faire simple, 18 ans, allez, on va dire 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la première vague que vous avez tous connue, vous savez, c'était les NTIC, des nouveaux. Alors c'était nouveau, et qu'est-ce qu'on a fait avec du nouveau? On a fait comme on fait d'habitude, comme avant. Mais plutôt que d'envoyer le courrier par la poste, on l'a envoyé dans le tuyau qui s'appelait Internet et puis il allait jusqu'au bout. On a fait nouveau. Donc en fait, c'était toute la grande vague que vous connaissez de la dématérialisation. On a dématérialisé, mais pour faire la même chose, pour envoyer. C'est aussi tous les sites Internet qui se sont remplis d'informations pour tout le monde, pour tous. Et puis la deuxième vague, c'est celle où on perd le N. Il n'y a plus la nouveauté, on éthique. Et dans l'éthique, on va avoir arrivé ce remontant, ce tous pour un, celle où les citoyens, les usagers du secteur public, si on se concentre là-dessus, vont commencer à compléter, à remplir, à participer et à donner de l'information à cet acteur public. On est sur ce tous pour un. Troisième période, c'est celle que l'on vit aujourd'hui, c'est celle du numérique, où on est sur ce tous pour tous. On est sur de la collaboration, on est sur des interactions entre individus qui sont capables aujourd'hui de répondre à des sujets qui les concernent au quotidien et apporter des solutions pragmatiques. Et bien sur ces 3 périodes, tout le monde n'a pas évolué de la même façon. Le citoyen aujourd'hui, il est sur cet âge du numérique que l'on partage tous ensemble. C'est par exemple, je ne prends pas un exemple de tourisme parce que vous les connaissez parfaitement, mais prenons l'exemple du stationnement dans les villes. Stationnement dans les villes pour des publics qui sont très en difficulté, je pense à des personnes en situation de handicap. La situation dans les villes, c'est compliqué. D'abord, il faut trouver le bon endroit pour aller garer la voiture sur la place réservée pour. Quand on ne connaît pas la ville, on ne sait pas, on met 10 minutes avant de trouver le bon emplacement. Eh bien, cette communauté de personnes en situation de handicap ont fait ensemble
Tous pour tous, une plateforme qui s'appelle J'accède, qui a gagné un prix à 2 reprises récemment. Une plateforme pour dire, moi, quand j'arrive sur une place une place handicapée, j'appuie sur le bouton pour dire d'abord qu'elle existe. Et puis en même temps, je dis que je l'ai occupée. Et puis quand je repars avec ma voiture, eh bien, je dis que je l'ai libérée. J'ai fait de l'occupation intelligente des places de parking. Mais si on se place dans la réflexion de l'âge d'éthique, où on est dans ce remontant, pour la puissance publique, c'est la puissance publique qui gère cela. Donc il met quoi? Des télécapteurs. Vous savez, on est à l'âge également bientôt, de façon massifiée, de l'Internet des objets, c'est l'âge du télétout. Celui-là, il n'y est pas encore, je ne l'ai pas mis, ce sera le prochain bouquin. Le télétout, c'est celui qui ramène, avec beaucoup de capteurs, énormément d'informations. Donc le parking peut avoir une télérelève qui ramène cette information de manière à approvisionner, toujours pareil, l'objet qui ne quitte pas votre poche ou votre sac à main. Et puis il y a également, si on regarde dans l'ère, la première, celle des nouvelles technologies, toujours sur ma place de parking, c'était de mettre la carte de tous les emplacements des places en situation, qui permettaient aux personnes en situation de handicap de venir se garer. Avec juste cet exemple, on voit que pour un même objet, une même volonté qui est de faciliter le fait de se garer lorsqu'on est en situation de handicap, on peut avoir 3 types de réponses. On a la réponse un pour tous, la réponse tous pour un, la réponse tous pour tous. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse, il y a 3 bonnes réponses. Simplement, il faut qu'elles apprennent à travailler ensemble. Et dans ce que vous avez là, comme explication, vous aviez un triangle, cette pyramide qui est très, très française aussi. Cette pyramide des pouvoirs ou de la décision qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le un pour tous qui a gain de cause, ce n'est pas toujours le tous pour un qui va approvisionner la décision finale. Il y a aussi ce tous pour tous et ce triangle, il est dans un cercle. Un triangle isocèle, c'est dans un cercle circonscrit. Eh bien, la manière d'exercer le pouvoir d'aujourd'hui déjà et de demain, avec un certain nombre de sujets numériques, c'est celui qui intégrera le mieux possible toute cette dimension de la gouvernance avec le numérique. Il ne s'agit pas de remplacer l'un par l'autre. Il s'agit d'utiliser tout ce que le numérique peut nous apporter de bien pour que nos modèles de gouvernance, pas que dans vos entreprises, pas que dans vos cercles de travail avec vos collègues, on parle là d'un écosystème territorial qui a des gouvernants, qui a une structuration, qui a une force éminemment importante qui est celle de ces citoyens qui, pour une bonne partie d'entre eux, ont, soit dans leur tête, soit fait déjà, et proposé des solutions à tout un tas de difficultés qui sont rencontrées sur le terrain. Et c'est par le terrain que ces nouvelles gouvernances sont en train de prendre leur place, de se mettre à l'œuvre. Et l'enjeu qui va être celui que nous devons tous porter, c'est de pouvoir réduire ce fossé, parce qu'il en va de la manière dont nous avons envie de vivre ensemble. Ce fossé entre celui qui décide, qui a été repointé encore il n'y a pas très longtemps dans le cadre d'un rapport du Conseil national du numérique auquel j'appartiens, qui démontrait que ce n'étaient pas les classes socialement les plus défavorisées qui étaient les fracturées du numérique. Ce sont les décideurs, et tout particulièrement les décideurs politiques. C'est vrai aussi des grands décideurs professionnels. C'est là que se trouve l'enjeu, parce que ceux qui décident et qui doivent regarder demain, comme dans ma première illustration avec la jamais contente, si on ne regarde pas au moment du choix ce que demain pourrait être, sans avoir de boule de cristal, mais au moins imaginer ce que ça serait. Pour pouvoir l'imaginer, il faut déjà bien comprendre dans quel univers nous sommes et ne pas faire le choix ou ne pas engager les réflexions qui sont nécessaires serait probablement une difficulté, parce que je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais moi je l'ai fait hier, bien que je le sache. Hier, pour venir ici, j'ai voulu aller chez le coiffeur. Je ne sais pas si c'est réussi, mais c'est un autre sujet. J'étais chez le coiffeur, alors j'ai fait comme tout le monde, je dis mais il est où mon coiffeur? Et donc j'ai tapé sur mon smartphone pour récupérer l'adresse. Et là, il me dit, ah mais vous cherchez certainement cette adresse-là, d'ailleurs vous y avez été il y a 2 mois. Ah, je dis, ah bon? Alors j'appuie, est-ce que vous voulez en savoir plus? Alors je dis oui, j'appuie pour savoir plus. Et là, il m'explique, mon téléphone, Google, qui est votre ami bien sûr, vous explique qu'il
Et bien ensuite, après avoir été chez le coiffeur à telle heure, je ne vous raconterai pas ma journée, hein, à telle heure, j'ai été faire telle chose à tel endroit, et puis telle autre chose et telle autre chose. Oui, nous savons que nous avons des données que nous envoyons sans le savoir. Oui, nous en sommes tous conscients ici. Oui, nous savons qu'elles servent probablement à d'autres utilisations que celle qui est de me rappeler que j'étais chez le coiffeur il y a 2 mois. Mais en réalité, ces informations-là, elles servent aussi à construire une vie ou à vous faciliter une vie que vous n'avez peut-être pas choisie. Vous avez aujourd'hui, et vous le savez, des algorithmes. La Silicon Valley travaille sur tous ces algorithmes dont vous avez parlé, dont vous parlez tous les jours, pour pouvoir améliorer les services, améliorer l'aide à la décision. Mais cela, c'est l'aide à la décision de qui? De qui? De qui parle-t-on lorsqu'on parle d'aide à la décision avec l'algorithme? Est-ce que l'on parle de ce que moi je vais décider de faire? Est-ce que je vais chez le coiffeur ou pas à tel endroit? Ou est-ce que l'on parle de ces sujets de big data dont on vous approvisionne les oreilles, mais visiblement pas suffisamment pour que des décisions soient prises, pour que la logique d'analyse de la société dans laquelle nous vivons ne soit pas seulement utilisée et configurée dans la Silicon Valley, avec toute la bonne volonté que certaines personnes y mettent et qu'ils affichent comme étant un projet de société, mais bien que ce soit et reste aux décideurs politiques, quelque niveau qu'il soit, au peuple, par le peuple, pour le peuple, que ces décisions reviennent. C'est un sujet de liberté et pour pouvoir apporter des réponses politiques, parce que c'est un sujet politique, le numérique, ça n'est pas un sujet technique. C'est un sujet politique de tous les jours. C'est un sujet politique que l'on retrouve dans toutes les dimensions des sujets territoriaux. Vous l'avez dans le tourisme, on l'a dans la voirie, on l'a dans l'urbanisme, on l'a dans le social, on l'a dans la citoyenneté, on l'a dans l'administration, on l'a même dans le sport, on l'a dans tous les pans des compétences que nous exerçons ensemble. Si le sujet du numérique doit rester technologique, on risque de se priver de grandes décisions qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. Alors, je crois que pour conclure, ce qu'il nous faut tous faire ensemble, c'est suffisamment apporter ce niveau d'acculturation numérique auprès de tous ceux qui décident. Et pour faire cela, nous ne serons pas suffisamment nombreux aujourd'hui, mais demain, il faut que l'on puisse avancer sur ces sujets. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup à vous 6. C'était la fin en fait, oui, effectivement.